Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Mais oui, bonjour à tous dans Human avec une nouvelle émission sur l'avenir, sur l'école du futur, sur comment faut-il enseigner au sortir de cette pandémie aux futures générations. L'école du futur avec nos deux invités, Karim Mahmoud Ventam, bonjour. Bonjour. Et Sami Hamadouche, bonjour. Bonjour, buenos días. Buenos días. Hello. Vous êtes espagnol comme votre nom l'indique. Oui. Et avec aussi un autre invité, un invité musical. J'ai nommé Alain Pierre qui va nous faire, 5 secondes, 10 secondes. Karim Mahmoud Ventam, vous êtes cofondateur et délégué général des Cités d'Or, une sorte d'ONG de formation qui lutte contre le décrochage et la marginalisation à travers une démarche originale. C'est ce qui est écrit sur votre site, je n'invente rien, l'inclusion par l'humain. Peut-on inclure autrement que par l'humain, Karim ? Malheureusement, oui. Comment ? Avec les résultats que l'on sait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire avec des résultats assez médiocres. Oui. En considérant les personnes comme les agents d'un marché, des agents de droit, avant de les considérer comme partie prenante d'une communauté humaine. Et l'inclusion par l'humain, c'est la volonté de changer de logique et de partir des questions d'identité et de sens. Étant entendu que chacun d'entre nous sommes une infinité de choses à la fois, et étant entendu que chacun d'entre nous voit midi à sa porte en matière de sens et que nous donnons tous un sens singulier, particulier aux questions de vie, de mort, de réussite, d'échec, de société, d'histoire, etc. Donc comment repartir des personnes elles-mêmes, de leur enracinement, de leur déracinement parfois, pour tenter sur cette base-là de se projeter ensemble dans l'avenir. Voilà. En 3 mots, les Cités d'Or, qu'est-ce qu'on y fait ? Ou qu'est-ce qu'on y fait faire aux jeunes ? On y reviendra, bien sûr, de manière plus détaillée ensuite. Bien sûr. Si vous voulez, c'est une espèce de pépinière. On part d'un postulat qui est très simple, mais qui n'est malheureusement pas universellement partagé. Le postulat que chacun peut devenir pleinement acteur de sa vie et de la société. Ce qui suppose évidemment de redéfinir sans doute ce qu'on investit dans sa propre vie, ce qu'on investit dans la société, mais en tout cas à partir de l'idée de compétences humaines et civiques fondamentales, tenter d'armer, excusez-moi pour ce terme un petit peu martial, un petit peu militaire, mais en tout cas... on m'a dit que vous étiez, en même temps, vous aviez un grade dans l'armée, non ? Non, pas à ma connaissance en tout cas. Mais voilà, essayer d'armer ou de réarmer les personnes pour qu'elles soient moins, qu'elles aient le sentiment d'être moins démunies en tant qu'individus dans leur propre vie et moins désarmées en tant que citoyens. Et malheureusement, nous vivons une époque un peu particulière, un peu paradoxale, de démocratie sans citoyens, ce qui est de nature à poser problème aujourd'hui ou à terme. On va y revenir, oui. Démocratie sans citoyens, c'est une bonne formule parce que c'est pas faux. On ne peut pas dire qu'on n'est pas dans une démocratie, mais on se demande où sont en effet les citoyens, parfois. Et on approche d'élections diverses et variées, en tous les cas, dans ce pays, la France. Alors concrètement, comment vous recrutez ? Racontez-moi l'histoire de quelqu'un que vous recrutez et comment ça se passe. C'est qui ? Si vous voulez, c'est tout jeune, de 16 à 25 ans, qui a envie de se lancer dans une aventure dont il va sans doute ressortir différent de la façon dont il y est entré. Le propre de cette aventure, c'est qu'elle dure 6 mois, ce qui est extrêmement court quand les choses se passent bien, ce qui peut être très long quand on s'emmerde, évidemment. 6 mois en étant membre d'un équipage de 14 personnes qui
ont vocation à être un petit échantillon de la société française dans sa diversité. Donc des jeunes issus des centres urbains, des jeunes issus des périphéries urbaines, souvent populaires, des jeunes issus du monde rural, et des jeunes aussi qui sont différents en termes de profil, puisqu'on va recevoir tout aussi bien des jeunes qui ont décroché de l'école, parfois de façon très précoce, à 14 ans, voire avant, avec des jeunes qui sont engagés dans un parcours d'enseignement supérieur sans toujours bien en percevoir le sens, et qui ont besoin de faire une pause, de prendre un peu de distance par rapport à eux-mêmes et par rapport à ce qu'ils entendent faire de leur vie, qui vont être mêlés à des jeunes qui sont parfois engagés dans la vie professionnelle depuis longtemps, mais qui, comme ils sont peu qualifiés, vont aller de petit boulot en petit boulot, jusqu'à considérer, si vous voulez, la vie professionnelle comme une espèce de vaste prison à ciel ouvert. Et puis on a aussi évidemment un certain nombre de jeunes qui viennent très souvent de quartiers populaires urbains, qui sont diplômés, mais qui se retrouvent dans le bec dans l'eau. Et l'idée, pour ces jeunes qui ont une infinité de compétences, qui ont en plus une expérience sociale à partager, l'idée, c'est aussi que ces jeunes puissent rejoindre l'équipage pour que tous ensemble, ne serait-ce que par les frottements qui pourront se passer entre ces personnes qui viennent d'horizons différents et qui, malheureusement, et ça nous renvoie un peu à la société française aujourd'hui, nous sommes tous censés être des citoyens français, mais on se rend compte que déjà, ne serait-ce que géographiquement, la France, c'est pas un pays, mais c'est au moins 3 pays en un. Il y a les grands centres urbains qui concentrent l'essentiel des ressources de ce pays. Il y a les périphéries urbaines populaires qui concentrent l'essentiel des problèmes de ce pays et sur lesquels, bien souvent, les projecteurs médiatiques sont braqués. Et puis il y a une troisième France qui est la France de la ruralité, qui, elle, a eu tendance, jusqu'au mouvement des Gilets jaunes, à souffrir en silence. Et donc, si vous voulez, ce sont 3 pays qui sont les uns à côté des autres, des personnes qui y vivent, qui ont des trajectoires parallèles les unes aux autres, et très peu d'occasions de croisement. Voilà, ces jeunes sont tous des services civiques ? Tous des services civiques. L'idée, si vous voulez, c'est que pendant ces 6 mois, ils puissent avoir un statut et que puisse être acté le fait qu'ils se mettent au service de l'intérêt général. Alors, les cités d'or ne sont qu'un cadre d'accueil à travers lequel ils vont pouvoir mener des missions collectives, des missions à travers lesquelles ils vont pouvoir se mettre au service d'un territoire d'accueil. Il y a 3 grandes missions collectives qu'on leur propose. La première, c'est l'audition publique. Ces jeunes vont auditionner une personnalité publique dont le parcours de vie est susceptible de leur parler, de les interpeller, de les intriguer. L'idée n'étant pas, évidemment, d'explorer des success stories, parce qu'on s'en fiche entre nous. L'idée, c'est d'explorer plutôt des parcours de vie moins pour leur réussite que pour leurs échecs surmontés. Comment une personne se construit-elle ? Comment elle se trace un chemin dans l'existence ? Comment elle réussit à se tenir à ce chemin ? Comment elle rebondit face à l'adversité et face aux gifles que la vie nous distribue à tous de façon souvent généreuse ? Bon, bref. Où trouve-t-on le ressort pour rebondir, repartir, tracer son chemin et rester debout ? Donc ça, c'est l'audition publique qui vise, d'une certaine façon, à poser publiquement la question de ce que signifie être acteur de nos vies, être acteur de la société. La question de ce que signifie être humain et être citoyen. La deuxième mission, elle est née d'un constat qui, malheureusement, n'a rien d'extraordinairement original. C'est le fait qu'aujourd'hui, les citoyens ne s'informent plus ou s'informent peu, ou s'informent mal. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les individus n'ont eu accès à une telle masse d'informations. Mais dans cette masse d'informations, il y a à boire et à manger, il y a de tout. Et le plus intéressant côtoie le plus nauséabond. Et vous avez tout un ensemble de rumeurs, de propagande politique, religieuse, mais surtout commerciale, entre nous. Et puis un certain nombre de théories du complot qui vont s'alimenter à, évidemment, toujours quelques petits éléments de vérité qui vont pouvoir étayer une globalité qui, en elle-même, serait assez fragile. Donc, l'enjeu, si vous voulez, c'est de se demander comment on peut s'informer de façon, à travers des sources fiables et pertinentes par rapport à ses besoins, de façon à ce que, en tant que citoyens, nous puissions poser des décisions ou des actes qui eux-mêmes soient les plus libres et les plus éclairés possibles. Ce qui n'est pas évident, et ce qui n'est évident pour personne, ni pour les jeunes, ni pour les moins jeunes. C'est la deuxième piste. La deuxième piste. Donc les décodeurs, ce projet vise, pour les jeunes, à choisir des sujets qui les intéressent,
qui les interpelle, qui les préoccupe. Et ils vont se mettre dans une posture de quêteurs de vérité. La troisième mission, enfin, qu'on a appelée Ma Cité d'Or, c'est une enquête participative auprès des habitants d'un territoire, souvent un quartier populaire, pour aller auprès de ces gens glaner leurs paroles, leur histoire, leur mémoire, leur colère, leurs rêves, leurs initiatives, ou alors les initiatives ou les richesses qu'ils estiment se déployer sur leur territoire. Et sur la base de cette parole collectée, l'idée va être ensuite de la mettre en valeur à travers une expo photo géante sur les murs de la ville, une bibliothèque sonore qui va, à travers des podcasts, avoir l'ambition, si vous voulez, un petit peu de patrimonialiser la mémoire vivante d'un territoire. Mémoire qui, évidemment, a tendance à se perdre, à disparaître, à mesure que les anciens vieillissent puis meurent. L'idée, c'est aussi de parvenir à des cahiers de doléances, de façon ensuite à ce que les habitants qui le souhaitent et les jeunes qui sont en service civique, dans ce cadre-là, puissent aller porter, défendre des propositions ou des coups de gueule auprès d'institutions qu'ils jugeraient pertinentes pour les recevoir. Un maire, un préfet, un commissaire de police, un député ou autre. Donc vraiment l'idée, c'est de se dire que les habitants de nos territoires, mis à part les quelques semaines qui précèdent chaque échéance électorale, en définitive, tout le monde s'en fout. Donc, l'enjeu de Ma Cité d'Or... On s'en fout, mais on rouspète. On rouspète, mais si vous voulez, on est dans... On rouskaille, on proteste. Oui, on est un peu dans une société, et on y a tous notre part. Hein. Je voudrais pas donner l'impression d'avoir une position... On est des gentils et que les autres sont des méchants. De surplomb et de pouvoir décerner des bons et des mauvais points autour de moi. C'est pas du tout mon propos. On est une société de fait, de consommateurs, râleurs, zappeurs. Et une fois qu'on a pris en considération ces différents termes, on se rend compte que, heureusement ou malheureusement, l'avenir se décide dans le présent. Et l'avenir sera ce qu'on décide d'en faire aujourd'hui. L'avenir ressemblera aux actions qu'on pose aujourd'hui, à la façon dont on interagit avec son prochain aujourd'hui. Bref, le visage de la société, le visage du monde, même le visage de l'humanité, se dessine d'une certaine façon à tout instant dans le quotidien de nos existences. Est-ce que nous sommes à la hauteur ? Réponse non. Réponse ouverte, en tout cas. D'accord, réponse ouverte. Mais ça risque d'être non, hein, vous savez. Voilà. Pas que. Pas que quoi ? Pas que non. Pas que non. Oui, donc un peu. Samy Hamadouche. Donc vous êtes fondateur du réseau international des écoles du futur, donc ça serait peut-être bien de nous dire ce que sont les écoles du futur, et après nous l'avoir dit, vous réagirez ensemble, parce que vos profils sont parallèles quelque part, et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé à vous rapprocher, Samy étant plutôt sur Paris, sur la France et sur l'international, et vous plutôt sur la région lyonnaise, Karim. Monsieur Hamadouche. Alors moi, je commencerais bien, Karim, en prenant au bon cette idée du rapport au temps. Parce que je pense que souvent, pour ne pas dire systématiquement, dans nos sociétés, on considère que le temps est un ennemi. On est tous en train de courir, plutôt plus que moins. Dans la vie de famille, dans la vie de travail, dans la vie même sociale. En tout cas, beaucoup dans le modèle... J'en fais partie, mais occidentale. Il y a d'autres sensibilités et d'autres pratiques qui sont intéressantes, qu'elles soient du passé ou qu'elles soient contemporaines dans d'autres territoires de notre planète. Et donc, ce rapport au temps, c'est, je crois, une des choses auxquelles on doit se réconcilier. Et l'utopie de l'école du futur, qui est relativement composée d'un puzzle, d'un patchwork, comme diraient les Anglais, d'une diversité finalement de ce que nous sommes tous en tant qu'habitants et voyageurs sur cette planète Terre, c'est que le temps est en fait notre premier outil le plus commun et le plus universel. Dans le sens où, si on comprend notre passé, on peut être un peu plus éclairé ou en tout cas conscient, je ne sais pas si c'est déjà suffisant d'être conscient d'un certain nombre d'enjeux
Et pas que de problèmes, juste d'enjeux, de choses qui nous paraissent importantes, on pourrait dire fondamentales, comme le fait de pouvoir avoir des espaces de liberté, d'expression, de rencontre. Et aujourd'hui, c'est fondamental de retrouver ou de reconstruire des espaces où on peut se rencontrer, où on peut être d'accord ou être en désaccord, au sens d'échanger des points de vue différents. Mais alors concrètement, que sont les écoles du futur ? C'est quoi ce réseau international ? Comment ça fonctionne ? Très concrètement, basique. J'aime à dire que c'est une utopie qui a été lancée il y a maintenant 10 ans, Oui. qui était de permettre à des jeunes, donc nous on travaille avec des jeunes un peu plus jeunes, c'est en gros 6, 7, 8 ans jusqu'à 18, 20 ans. Aujourd'hui c'est un réseau donc diversifié culturel, puisque c'est 10 pays sur les 5 continents. Comme j'aime à dire avec nos petits bras, ça globalise à peu près 250 000 jeunes sur différents pays et territoires. Ça va de grandes villes à de petites communautés perdues au fond de la forêt primaire de Madagascar, par exemple. Et c'est l'idée de créer les conditions où les jeunes, comme pour toi, sont acteurs, c'est-à-dire sont au fait de ce qu'ils souhaitent acquérir. Et en fait, la différence avec l'école qu'on connaît par exemple en France, c'est qu'on va plutôt s'attacher au savoir-être qu'au savoir-faire. On va privilégier... Prenons un exemple concret dans un pays. Ciblons un pays et prenons un exemple concret. Alors, pour illustrer. Très simplement, en Colombie, Oui. l'objectif a été lancé il y a 5 ans de créer des écoles du futur pour répondre à un enjeu majeur de la transition énergétique et de la préservation environnementale. 5 ans après, on a autour de 25 000 jeunes qui constituent un grand nombre d'établissements scolaires, qui vont donc de l'école primaire jusqu'à des IUT technologiques, avec des programmes qui ont été conçus pour élaborer des solutions très concrètes et pragmatiques qui permettent par exemple à des familles, il y en a 3 000 au total dans le nord de la Colombie, de pouvoir bénéficier de frigos autonomes solaires pour leur permettre de mieux conserver leur pêche. Pourquoi ? Parce qu'on me dit ça fait 2 siècles qu'ils pêchent de manière traditionnelle. Oui. Et ils utilisent toujours les mêmes techniques, c'est-à-dire des pains de glace qu'ils achètent en ville, qu'ils mettent dans des bacs en plastique ou en polystyrène avec une simple couverture. Sauf que est passé par là 2 choses. Le changement et dérèglement climatique, qui est une réalité et qui est extrêmement important. Et deuxièmement, une précarité économique qui est induite par cet impact de changement climatique. Et l'idée, ça a été, parce que c'est une idée, d'un jeune Lucas Santos qui avait 16 ans et demi, donc il y a un peu plus de 2 ans. Cette idée est née d'un carrefour entre d'autres jeunes qui sont à Madagascar, où a été créée dans la forêt primaire, justement, ces écoles du futur, par ces mêmes jeunes à Madagascar, et pour lequel, puisque dans les outils des écoles du futur, nous avons l'outil numérique, qui est un outil de production de contenu, donc on change complètement la donne, on n'est pas consommateur de contenu, de manière, je dirais, passive et subie, mais on devient producteur de contenu autour d'un projet qui est la création de ces écoles du futur dans ces forêts primaires. Et pour alimenter ces ordinateurs dans une zone où il n'y avait absolument, à part un groupe électrogène, de ressources énergétiques, ça a été 2 projets complémentaires et connexes. Créer des micro-fermes solaires, donc pour pouvoir transformer l'énergie solaire qui est abondante là-haut, donc dans les prairies ouvertes, les clairières donc, de ces forêts sublimes, et des centrales hydroélectriques, puisqu'ils bénéficient d'un réseau hydrique naturel, une grande rivière, pour pouvoir alimenter. Et donc ça a donné, parce que c'est la première brique en fait des 5 valeurs du réseau futur, c'est inspirer, être inspiré. Et ça permet quoi, cette inspiration d'une expérimentation qui a été faite, qu'elle ait réussi ou pas? Et on s'attache aussi plus à ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que c'est beaucoup plus fort d'enseignement. Ça permet de rêver et donc de projeter une idée qui était de fabriquer ces frigos solaires. Et moins de 2 ans après, eh bien, c'est une équipe de 24 jeunes de 14
à 18 ans qui ont développé, donc, avec l'aide d'un IUT et d'une des universités donc, du nord de la Colombie, un système de frigo solaire autonome pour les familles de pêcheurs. D'accord. Je vous propose une première pause. Ça marche à l'énergie solaire, ça s'appelle de la musique. La musique comme un déluge de liberté dans notre déluge de mots aujourd'hui sur l'école de demain avec nos trois invités, le chat Pacha qui est là, qui ne dit rien mais qui n'en pense pas moins, avec Sami Amadouche du réseau international des écoles du futur et avec Karim Mahmoud Vintam des cités d'or. Je vous voyais fermer les yeux, Karim, tout à l'heure, en écoutant de la musique comme si les mots, on les connaissait bien, on savait s'en servir, mais qu'on s'en méfiait un peu. Les mots sont éminemment polysémiques et souvent minés. Chacun y investit le sens ou la définition qu'il veut bien lui donner. Et il est parfois troublant de se rendre compte qu'on peut parler la même langue sans se comprendre. L'avantage de la musique, c'est que c'est un langage de signes évanescents qui vont droit au cœur, au corps, à l'âme, enfin qui nous prennent de toutes parts. Est-ce que dans les projets qui sont suivis par vos jeunes, par vos services civiques, il y a des choses qui ont trait à la musique ? Trop peu, sans doute. Trop peu. Prenons un exemple peut-être d'un des groupes de cette année, et pour savoir ce qu'il fait concrètement. De quelle manière cette école de demain s'incarne dans une activité sur une durée donc de 6 mois, avec des jeunes qui ont, vous nous l'avez dit tout à l'heure, entre 16 et 25 ans. Donc un cas concret. Alors peut-être qu'avant d'en venir au cas concret, il faut que je vous en dise un peu plus sur les fondations, notamment pédagogiques de tout ça. Oui. Si vous voulez, on est tous nos dispositifs pédagogiques, toutes nos missions sont irriguées par un triptyque. Connaître, comprendre, changer. Pour changer,
se changer ou pour changer, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut connaître. Et donc, l'audition publique, par exemple, l'enjeu, c'est vraiment de mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour mieux se transformer. L'enjeu des décodeurs, c'est de mieux connaître le monde, pour mieux le comprendre et pour tenter de mieux le transformer en y trouvant sa place en tant que citoyen, en pouvant identifier un peu mieux les leviers qui pourraient être activés ou les verrous qui pourraient être détruits ou en tout cas contournés pour cheminer vers la société de nos rêves. Et enfin, ma cité d'or, c'est vraiment mieux connaître l'autre, mieux connaître les autres pour mieux les comprendre et mieux les comprendre pour mieux transformer avec eux. Alors, audition L'ADN. publique, ils ont auditionné qui, par exemple, cette année? Par exemple, très récemment, il y a eu Tania de Montaigne qui a été auditionnée. Donc Tania de Montaigne qui est journaliste, essayiste, Écrivain, oui. qui a beaucoup travaillé autour des questions d'identité, notamment. Ils ont reçu aussi un peu plus tôt un autre auteur, un autre artiste, Alexandre Jardin. Oui. Plus proche de nous cette année, c'était ici à Villeurbanne, l'école buissonnière de Villeurbanne a reçu Costa Gavras et son épouse. C'était un moment assez fabuleux. Et puis enfin, très récemment, et ça c'était à Lyon, Diane Dupré-Latour, qui est la fondatrice des Petites Cantines, qui est une initiative qui relève de l'ESS et qui consiste à... Économie sociale et solidaire. Voilà, et Oui. qui consiste à créer des cantines auxquelles les gens peuvent contribuer pour faire la cuisine, etc. Et un lieu donc pour retisser du lien autour de la nourriture et de tout ce qu'elle peut véhiculer. Donc ça, c'était pour les auditions publiques. Mais si vous voulez, au cœur de l'ADN pédagogique des Cités d'Or, je vous parlais du triptyque, c'est le fait, évidemment, qu'on va essayer de mettre en place une pédagogie, ou en tout cas un processus formatif délinéarisé. Je m'explique, parce que ça peut Délinéarisé. voilà, ça peut paraître être du chinois. Prenons les processus de formation classiques. Vous avez un formateur qui a élaboré un programme. Ce programme va partir d'un point A pour arriver à un point Z. Les apprenants là-dedans, ils sont là pour suivre. Ils sont un peu considérés comme des réceptacles vides qu'on va pouvoir remplir selon un programme prédéfini. L'enjeu pour nous, et c'est en cela notamment qu'on s'inscrit dans cette grande tradition de l'éducation populaire, c'est d'être sur des processus de formation délinéarisés. C'est-à-dire que le formateur ou le pédagogue, il sait évidemment ce qu'il a dans sa besace et ce qu'il ambitionne de transmettre. En revanche, il ne peut pas savoir a priori dans quel ordre il va le transmettre, puisque c'est en partant des apprenants, de leurs questionnements, de leurs problématiques, de leurs défis, que le formateur va pouvoir faire des propositions d'apport pédagogique qui viendront répondre à des questions que les gens se posent. J'ai coutume de dire, un peu ironiquement, que l'enjeu, c'est d'abandonner les processus pédagogiques de nature théologique. Ce que j'entends par là, c'est apporter des réponses à des questions que personne ne se pose. Oui. Qu'est-ce que ça produit pédagogiquement ? Bonjour, je sais, vous allez m'écouter, voilà. Je vais remplir votre tête. Et pédagogiquement, ce que ça produit, c'est très simple. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, parce que ça n'a pas de terreau dans lequel s'enraciner. Donc comment, si vous voulez, faire en sorte que les personnes deviennent actrices de leurs apprentissages ? Et comment faire en sorte surtout, dans la mesure, et c'est le dernier point que je vais développer, en tout cas temporairement, dans la mesure où on a vocation à explorer des compétences humaines et civiques fondamentales, ça veut dire que personne n'est complètement dénué. Et ça veut dire que dans les processus formatifs, chacun peut être simultanément enseigné et enseignant. Venons-en, si vous voulez, maintenant aux 5 piliers pédagogiques. Enfin, aux 5 piliers, quasiment didactiques des Cités d'Or. Bien, ce sont en fait 5 compétences humaines et civiques fondamentales. 5 ensembles de savoir, de savoir-faire et de savoir-être dont tout le monde est censé avoir besoin pour devenir pleinement acteur de sa vie et de la société, quel que soit l'âge et quelle que soit la situation dans l'espace social. Le premier de ces piliers, c'est la capacité à exprimer une pensée articulée et argumentée, à entrer dans un débat, convaincre sans manipuler. Ce qui revient souvent à substituer la parole à la violence. Le deuxième pilier, c'est la capacité à s'informer à travers des sources qui soient fiables et pertinentes par rapport à ses besoins. Trouver l'info, échapper à l'intox. Ce qui revient, si vous voulez, à substituer la rigueur, un minimum en tout cas de rigueur, à la rumeur, qui est partout. Troisième pilier, gagner en confiance en soi et en conscience de soi.
mieux se connaître et mieux s'accepter. Non pas pour s'auto-congratuler, mais parce que c'est le préalable à toute entreprise de transformation, qu'elle soit individuelle ou collective. Comment voulez-vous travailler sur vous-même si vous ignorez ce sur quoi vous entendez travailler ? Donc, Et qui vous êtes ? et qui vous êtes. Et c'est une façon, si vous voulez, de substituer le désarroi identitaire qu'on rencontre très 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 largement. Enfin, substituer plutôt la connaissance de soi au désarroi identitaire. Y compris dans ses complexités, dans ses oppositions, dans ses ambiguïtés, etc. Bien sûr, dans ces paradoxes, Dans ces paradoxes. dont certains parfois ne sont qu'apparents. Oui. Mais en tout cas, comment faire en sorte de résorber les contradictions qui sont les moins fécondes en nous et qui nous font souffrir, qui nous tiraillent, qui nous déchirent au quotidien. Et comment construire, si vous voulez, Nous sommes des êtres de paradoxe. Comment construire des paradoxes féconds ? À cet endroit, un exemple concret, sur un jeune qui vous revient comme ça, dans ses paradoxes. Un exemple qu'on rencontre très souvent, de jeunes issus de l'immigration. Enfin, vous me direz, qui n'est pas issu de l'immigration ? Oui. Il y a une expression qui m'a toujours fait rire, c'est issu de la diversité. Oui. Comme s'il y aurait parmi nous, dans l'humanité, des personnes issues de l'unité. Donc, qu'on me les présente, je serais heureux de faire leur connaissance. Vous cherchez des gens qui ne sont pas dans la diversité, Voilà. c'est ça ? Pour mettre de côté la boutade, Oui. vous avez nombre de jeunes, et j'ai pu connaître ça moi-même, étant tunisien et breton par mon père, guadeloupéen et anglais par ma mère, et ayant des noirs... Breton, Tunisien, breton guadeloupéen et anglais. Et anglais. Avec et vous, des noirs, et vous, des Samy, c'est pas plus triste, mais je reviens vers vous, rassurez-vous. Né parisien, personne n'est parfait. Oui. Une mère de Grenade, donc d'Andalousie. Oui, Et puis un père de Haute-Kabylie, d'Afrique du Nord. bon, c'est tout. C'est déjà pas mal. Deux bons Français, quoi. Hein. Voilà. Deux bons Français, pleins Voilà. d'identité paradoxale. Voilà. Oui, Mais être, pardon, mais je être vous ai- français, je vous ai si vous voulez, coupé. être français, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, en tout cas, c'est avoir la volonté farouche, chevillée au cœur, de vouloir contribuer à un projet français, Projet de société. un projet d'idéal français, un projet de liberté, Ensemble, d'égalité, oui, de fraternité. oui. C'est ça, être français. Oui. C'est pas pouvoir, décliner sa généalogie européenne sur 5 siècles. On s'en fout. Et on voit bien à quel point, enfin, le fait d'être blanc ou d'origine purement européenne ou d'être chrétien ou autre, pour ne prendre que les marqueurs identitaires les plus souvent mis en valeur, n'est pas du tout un gage d'amour de son pays ou de volonté de contribuer à un projet français. Une petite anecdote, pardon, hein. À l'époque où Napoléon devient empereur et veut rétablir l'esclavage, à cette époque, quasiment concomitamment, il y a l'émergence de ce qui va devenir la première république noire de l'histoire, Haïti. Toussaint Louverture a été mis hors jeu il y a quelques années auparavant, et il y a un général Dessalines, qui attend de pied ferme les armées napoléoniennes, qui viennent reconquérir l'île au nom de la France. Je suis désolé, hein, c'est une histoire qui m'émeut toujours beaucoup. Mais oui, parce qu'elle vous touche à titre personnel. À titre d'humain et à titre de Français. Oui. Les armées haïtiennes, qui attendent l'impact, le choc du combat. Pardon. Je vous en prie, prenez votre temps. Les armées Vont haïtiennes. accueillir les troupes Oui. napoléoniennes Oui, oui, en chantant la Marseillaise. oui, oui. La bulle d'un petit verre. Justement parce que, pour ces personnes, la France porte un message qui dépasse ces petites frontières souvent médiocres, hexagonales. Un message de liberté, d'égalité, de fraternité, qui parle à tous les hommes. Et c'est ça la France que j'aime. Voilà. C'est pour le mot essentiel. Merci Karim. Merci Karim, parce que, je le disais juste avant, il n'y a pas de présent et de futur sans comprendre l'histoire, sans comprendre quels sont les pas qui nous ont amenés là où on est, pour pouvoir faire les pas de demain. De manière plus légère, si je peux me permettre aussi, comme en tango. En tango,
Il faut savoir où on se trouve, d'où on vient pour pouvoir aller quelque part. Et dans bien d'autres des danses que le peuple humain a inventées. Mais je crois qu'il est plus que grand temps, et en tout cas c'est l'utopie qui est devenue, en toute simplicité, mais bien concrète, du réseau futur ou des cités d'or, c'est cette notion de cette humanité dans sa globalité. Et je crois que ce sont vraiment les enfants, pas seulement, mais principalement eux, qui peuvent porter cette notion, cette valeur, que nous sommes sur une seule et même planète. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle est finie en termes de ressources, qui est un des enjeux majeurs d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une question de gestion, c'est une question de vie et de cohabitation, et de collaboration. Et c'est ça, je crois, auquel nos utopies, nos visions et nos démarches très concrètes conduisent, ou en tout cas créent ces possibles, créent ces utopies concrètes. Parce qu'on donne la parole aux jeunes, parce qu'on les réconcilie aussi avec l'ensemble de l'écosystème qui est certes imparfait, mais aussi assez étonnant quelquefois au sein de nos organisations. Moi qui suis un scientifique, astrophysicien, Quelle est votre formation, oui, tiens. Alors, oui. Très rigolote. C'est une question qui viendra aussi vers vous, carrément. Très rigolote, parce oui. que... Et puis une deuxième question derrière, oui. Après votre formation et votre origine, pardon, elle me vient tout de suite. Comment associer les idées de formation que vous développez, en prenant en compte la réalité subjective des individus pour les amener à réfléchir sur le monde, comment associer cela aux enseignements classiques délivrés en particulier par le ministère national de l'Éducation? Alors, moi j'ai un parcours que je qualifierais de rigolo, parce que je suis avant tout, je pense, comme beaucoup de personnes, et en tout cas j'espère avoir conservé l'enfant en moi. Je suis curieux. Donc j'ai fait des études scientifiques dans le domaine de l'optique, de la physique, de l'astrophysique, de l'astronomie, mais aussi du design industriel, de l'informatique. Et pour finir, ce qui n'est pas la moindre des choses, en termes de motivation personnelle, des neurosciences, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne notre cerveau, mais dans le champ de la cognition, donc des processus d'apprentissage. Et ces processus sont tout autant individuels, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe de manière biochimique et comment se traduit la charge cognitive, c'est-à-dire comment on peut analyser, par exemple, un contexte de comment je vais construire ma maison, comme comment je vais résoudre une équation, hein, à celui de comment je comprends les autres et comment je dialogue avec les autres. Parce qu'il n'y a pas d'existence d'individu sans le groupe, et il n'y a pas de groupe sans l'individu. Ça paraît être une lapalissade, mais c'est vraiment l'enjeu pour moi des sociétés. Et l'utopie de cette école du futur, c'était justement de créer un réseau qui dépasse nos habitudes et nos frontières, mettre en lien des jeunes de ce quartier avec celui du quartier d'en face, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, au contraire, plus de diversité, plus de chances de se comprendre, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre et bien sûr d'un continent à l'autre. Et donc quand on a travaillé, parce que c'est né à Nantes, je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard, parce qu'il y avait une espèce d'émulation comme ça, sociétale à Nantes. C'est une ville qui est très ouverte, très intéressante. Ouverte sur l'Atlantique, sur le futur, sur l'Ouest. Plein de choses, sur plein de choses, je crois. Alors que j'étais un néo-nantais. Mais en tout cas, ça a été un déclenchement. Aussi un moment de vie où on se dit, qu'est-ce qui pourrait, je dirais, de manière principale à soi, hein, c'est-à-dire trouver son équilibre personnel, trouver sens. Qu'est-ce qui ferait sens ? J'avais un travail intéressant, enfin plein de choses, voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui peut être fait pour moi, en tout cas ? Certains diraient de manière altruiste, je ne sais pas, en tout cas de manière volontaire, pour créer ce réseau et mettre en lien des jeunes, grâce à l'émergence, c'était la préhistoire, il y a à peine plus de 10 ans, de l'informatique grand public et l'informatique dans le monde de l'éducation. Et c'est ça, c'est comment, pour répondre à votre deuxième question, comment on fait pour être en lien et non pas s'opposer à l'éducation nationale avec tout ce qu'elle a de rigide, de réfractaire, d'immobilisme, avec toute cette volonté, tous ces profs, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université en postdoc, pour créer un lien et décloisonner. Faire que des jeunes qui ont 10 ans, qui ont 18 ans, qui ne savent pas
qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui pourrait les motiver? Qui ont plein de questions, encore plus que nous pouvions en avoir nous-mêmes à leur âge, sur qu'est-ce qui doit être fait pour vivre en harmonie et en équilibre sur cette planète, avec sa propre famille, avec ses amis, avec ses camarades à l'école, avec ses camarades aux activités artistiques ou sportives. Et effectivement, au sein du réseau Futur, ce qui n'était pas du tout envisagé de manière très concrète au début, enfin très déterministe, parce que c'est très organique comme système aussi. Il n'y a pas une règle absolue qui est suivie par tous. Il y a des orientations, il y a des valeurs, il y a aussi 5 piliers qui sont assez proches de ce que tu viens d'exprimer, Karim, qui sont rêvés. Avant tout, permettent de rêver. Deuxièmement, de s'organiser et apprendre à faire ensemble, à communiquer ensemble. Donc, travailler sur vraiment la notion, la posture de savoir-être. Et puis après, les savoir-faire et la mise en application. C'est-à-dire, on réalise un projet, un frigo solaire en Colombie. Voilà. Autre exemple, allez-y, quelques exemples comment pour illustrer. On peut, à Madagascar, accompagner des jeunes filles pour que dans le modèle où ce sont les grandes filles, les grandes sœurs qui s'occupent de tous les autres enfants, quand les parents travaillent au champ, on puisse les amener à faire des études pour devenir médecin, architecte. Hannah, qui est devenue architecte et qui travaille aujourd'hui sur des systèmes en valorisant le patrimoine, c'est tous les savoir-faire des maisons traditionnelles en falaf, en 99% des matériaux issus de la forêt, pour les appliquer à la construction des écoles du futur. Encore un exemple. Ça peut être par exemple de développer avec un de mes élèves à l'université Paul Sabatier à Toulouse un système de kit électronique qui permet à des jeunes ou à des adultes qui n'ont aucune notion d'informatique ni d'électronique, qu'est-ce que c'est l'informatique électronique au service par exemple des énergies renouvelables. Et un dernier, un cinquième. Et après on fait de la musique. Comment partager, on parlait cuisine tout à l'heure, les techniques de pêche pour permettre justement à des jeunes d'apprendre à pêcher plutôt que qu'on leur donne et qu'ils restent dépendants des autres. Comme les Chinois. Par exemple. Apprendre à pêcher plutôt que fournir le poisson. Exactement. Ça doit pas être la situation. On n'est pas très loin. La situation exacte. Allez, de la musique, je ne sais pas ce qu'il va nous faire avec tout ça. Merci, bravo. Je ne sais pas comment ce chat-pacha arrive à dormir avec une telle musique qui nous entraîne, qui nous fait bouger. Vibrer. Et vibrer. Et voilà, bouger et vibrer avec l'école de demain.
Est-ce que c'est possible? Vous avez des résultats? Vous voyez vos jeunes changer, Bien sûr, Karim? bien sûr, bien sûr. Vous savez, la relation pédagogique est avant tout une relation humaine, une relation génératrice de reconnaissance réciproque, à des niveaux très divers, hein, y compris au niveau affectif. Et puis, il ne peut pas y avoir de relation pédagogique sans un minimum d'amour. Et les personnes le sentent, le savent, le voient, le ressentent. Et ça leur donne des ailes. Quand vous ne croyez pas en vous-même, si les personnes qui sont censées vous accompagner ne vous montrent pas, ne vous prouvent pas qu'elles croient en vous, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et nous sommes tous, de toute façon, porteurs et dépositaires, y compris de choses qui nous dépassent, y compris de choses dont nous n'avons absolument pas conscience. Et c'est le fait d'être mis en situation, le fait d'être mis au défi, ou simplement le fait d'être invité, qui va permettre de révéler tout cela. Donc oui, on a des résultats. Est-ce que l'essentiel de l'éducation, est-ce que l'essentiel de ce que l'on apprend à apprendre par rapport au futur, par rapport à demain, échappe à la programmation, échappe au logos, à ce qu'il convient de savoir? Est-ce qu'il y a du mystère là au milieu? Infiniment. Moi, je suis surpris, pas parce que je suis le fondateur du réseau et que j'avais quelques idées quand même assez précises sur les outils, les moyens, les démarches, les processus cognitifs, parce que les neurosciences ne sont pas le Graal, mais nous apprennent quand même plein de choses sur l'humain, sur comment ça fonctionne. Comment fonctionne le cerveau? Ouais, comment fonctionne le cerveau, mais du coup... C'est un peu le Moyen-Âge, là, on n'en sait rien, non? Oui, enfin, le Moyen-Âge, ce serait même presque prétentieux. Non, on est à la préhistoire de la compréhension, en fait, de comment les processus cognitifs et toute la neurobiologie, en fait, ce qu'elle nous fait découvrir sur notre intimité. Et l'intimité, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, on parle du cerveau émotionnel, un note, et tout le système limbique. Qui est dans le ventre, c'est ça? Et qui est dans le ventre. Oui. Et en fait, voilà, on ne vit pas et on ne réfléchit pas seulement avec ce qu'il y a là-haut. Hein. Ça, c'est un peu le système, pas que automatique, évidemment, hein, parce qu'il y a plusieurs couches dans tout ça, hein, il y a plusieurs niveaux. Mais en fait, on ne peut pas exister, pas seulement apprendre, on ne peut pas exister sans émotion. Et donc, sans interaction avec les autres, et donc sans amour. Et des amours. Hein, dans la relation, qu'elle soit de l'enfant à l'enfant, ou de l'enfant à l'adulte, ou de l'adulte à l'adulte. Et ça, c'est très important. Le désamour est aussi pédagogique, et on apprend autant par le désamour que par l'amour? Bien sûr. Mais c'est comme si on voulait considérer la vie en absence de la mort. La vie est un processus global. Et ça, c'est très important d'éduquer. Et on voit, par exemple, je parlais de la Colombie, mais c'est un des pays du réseau futur qui intègre la philosophie, la compréhension des biotopes, c'est-à-dire de la nature environnante dans les villes comme dans par exemple, les cultures caféières, qui sont très importantes en Colombie. Ce qu'il y a de fondamental à comprendre les systèmes et les ensembles, comme les organisations des hommes. Moi, je donne toujours l'exemple des fourmis. Les fourmis, c'est incroyable, la structure sociétale des fourmis. Eh bien, nous, elle est tout aussi remarquable dans sa diversité, dans sa complexité, dans ses insuffisances. Et c'est d'où l'enjeu de travailler. Nous sommes parmi les millions d'acteurs autour du monde, sur tous les pays, sur tous les continents, qui contribuent à ce que l'enseignement au sens du chemin de la vie, des apprentissages du chemin de la vie qui ne sont pas que dans la sphère familiale, qui sont dans la sphère sociétale et donc dans ce qu'on appelle l'éducation nationale, en particulier en France, s'enrichissent et créent des passerelles entre les individus, entre les univers. Comment on peut envisager d'accompagner un jeune enfant ou un jeune adulte pour devenir citoyen conscient, engagé, investi, s'il n'y a pas de passerelle avec le monde institutionnel, avec la compréhension des règles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que toute loi n'est pas bonne. C'est pour ça qu'on les fait évoluer. Sinon, elles seraient écrites pour l'éternité, ce qui n'est pas le cas. Parce que aussi les conditions dans lesquelles nous vivons changent. Et pas seulement les conditions créées par l'homme, qu'elles soient réelles ou artificielles.
Et pour moi, il est grand temps, et on a un rôle fondamental sur l'éducation aux médias et à ce qu'on appelle l'univers du digital. C'est pour ça que l'école du futur s'appuie, pas seulement, mais sur l'outil numérique. Et ça, c'est très important, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui, en tout cas, dans les sociétés dites modernes, civilisées, l'essentiel des moyens d'information. Et donc, si on n'éduque pas à ce nouvel outil, eh bien, on peut manipuler ou on peut simplement être crédule, c'est-à-dire passer à côté de comment ça fonctionne. C'est comme en cuisine, ou apprendre à pêcher, on parlait. Bah oui, il est plus important d'apprendre à pêcher que juste de bénéficier d'un poisson dans son assiette. C'est exactement cette philosophie-là. C'est très taoïste, c'est vraiment comprendre les éléments fondamentaux pour pouvoir y répondre et rendre quoi ? Rendre chaque individu dans une sphère qui n'est pas qu'égocentrée, mais au contraire, c'est une sphère qui est liée aux autres sphères du groupe, des autres individus, et d'être émancipé. On cherche tous, qu'on soit enfant ou adulte, à s'émanciper. Certains diraient à grandir. Je ne sais pas si on se grandit, mais en tout cas, à comprendre un certain nombre d'enjeux et à vivre en harmonie. Ma seule utopie au sein du réseau des écoles du futur, et j'essaye dans ma vie personnelle, c'est de pouvoir créer des conditions pour moi-même et avec les autres, parce que les deux sont indissociables pour moi, d'harmonie. Avec toutes nos différences, avec toutes les étapes aussi de cette confrontation positive et de ce principe de la vie et de l'évolution. Et moi, j'apprends infiniment de tous ces jeunes, qu'ils aient 8 ans ou qu'ils en aient 75, comme un de nos profs des écoles du futur à Madagascar, Gaston, qui était un homme juste extraordinaire. Je pourrais aussi parler de jeunes filles ou de professeurs en Colombie, qui sont des femmes remarquables. Voilà. On travaille sur ces 3 valeurs qui sont fraternité, égalité, liberté, et j'en rajouterai 2 qui sont créativité et sens commun. Voilà, cette harmonie entre ces écoles de demain que vous représentez tous les deux fortes personnalités avec deux parcours originaux, et puis concluez peut-être sur la compatibilité, l'harmonie souhaitée entre vos initiatives, vos innovations pédagogiques, et puis la lourdeur d'une éducation nationale ou régionale pour d'autres pays. Voilà, comment est-ce que ça fonctionne ? Parce qu'on voit aussi beaucoup de jeunes qui sont mis sur le côté, qui sont rejetés, et on voit bien que le système éducatif n'est pas adapté. Donc comment est-ce que ça va progresser dans le temps ? Parce que vous êtes des expériences, mais vous êtes des expériences minoritaires, disons-le. Si vous voulez, je pense que notre système éducatif pâtit principalement d'un déficit de projet, d'un déficit d'horizon. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que l'on veut. École obligatoire. Alors, école obligatoire, très bien, tant mieux, mais pourquoi faire ? Enfin, mais si je suis obligé, j'ai pas envie d'y aller. Bien sûr, alors parfois l'obligation a du bon, Il faut savoir se botter un peu les fesses pour avancer. Parfois, je dis bien. Oui. Mais si vous voulez, le problème fondamental, c'est quelle école veut-on pour former quel citoyen, pour faire vivre quelle société ? Cette question-là, enfin, on ne se l'est plus posée depuis, en France, 1945, depuis le plan Langevin-Wallon. On veut tout faire, en France notamment. Et en plus, nous sommes, comme nous sommes des gens éminemment humbles, c'est bien connu, nous avons le meilleur système scolaire du monde. Mais nous voulons à la fois former d'honnêtes hommes et d'honnêtes femmes, dépositaires d'une vaste culture classique. Nous voulons former des travailleurs agiles et adaptés aux transformations à ce jour inconnues et à venir du marché. Nous voulons former des citoyens éclairés. Au total, nous ne faisons plus rien. Que veut-on aujourd'hui ? Puis, il y a un autre terme que Samy employait, oui, et qui résonne beaucoup avec le projet des Cités d'Or, c'est le terme de réconciliation. On a vraiment aujourd'hui besoin de se réconcilier et de réconcilier les individus avec eux-mêmes, parce que si vous voulez, on est tous aujourd'hui simultanément producteurs, consommateurs, habitants de la planète, citoyens, etc. Et on voit bien malheureusement que la plupart du temps, les actions qu'on pose avec une casquette, avec la casquette d'agent économique par exemple, on est amené à s'en mordre les doigts quand on met une autre casquette d'habitant de la biosphère ou de citoyen. Traversés que nous sommes par ces contradictions. Nous sommes schizophrènes. Mais enfin, disons que nous sommes les parties prenantes d'un système générateur de schizophrénie à grande échelle. Systémique, parce qu'il y a vraiment une mécanique. Il y a une mécanique systémique. Absolument. Nous réconcilier aussi entre nous,
à travers nos différences, et puis nous réconcilier avec le monde, avec l'avenir. Et nous, Français, avons un défi, mais comme tant d'autres Européens, à nous réconcilier avec notre histoire. Nous avons fait le choix, je dis nous, par commodité, évidemment, nous avons fait le choix, à une époque de notre histoire, d'aller chercher des peuples aux 4 coins de la planète pour les arrimer à notre destin. La société française d'aujourd'hui n'en À est travers que... l'épisode colonial. À travers l'épisode colonial. Oui. La société d'aujourd'hui en est l'héritière. Oui. Donc, on ne va pas aujourd'hui s'étonner du fait que la société française soit diverse, alors que dans notre histoire, nous avons collectivement fait le choix d'aller chercher des gens qui n'avaient rien demandé et d'aller avec eux de fait, et souvent dans la violence malheureusement, tisser des solidarités, de langue, de culture, d'imaginaire, etc. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? C'est une chance, en fait. Ça peut être une chance et un atout exceptionnel. Vos Si on sait passions, en tirer parti. messieurs, n'ont pas réussi à réveiller ce chat, et je ne sais pas comment il fait, mais peut-être qu'il écoute, peut-être qu'il réfléchit. En tous les cas, on a un musicien, lui, qui va nous faire un final sur les contradictions systémiques, par exemple. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.